Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon. Pas à pas. Mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur « Il était une fois dans l'ouest des falaises » avec la participation de Julien Vergne, coordinateur sport de nature et environnement à l'ANA-CPIE d'Ariège, Christophe Bergès, botaniste au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Dominique Portier, administratrice de l'association Nature Midi-Pyrénées, Frédéric Blanc, spécialiste des chauves-souris au Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées et Laurent Lagarrigue, conseiller technique régional à la Fédération française de montagne et d'escalade d'Occitanie. C'est un milieu vraiment extrême. Un milieu très difficile pour les plantes qui vont développer tout un tas de stratégies pour arriver à survivre. Un désert, mais vertical. Le soleil va réchauffer très fortement la roche en journée, en été par exemple, ça peut monter facilement à 40-50 degrés et puis tomber à des températures très froides, notamment en hiver, bien en dessous de zéro. Un milieu minéral très dur. Les plantes doivent se faire une place parce qu'elles doivent aller trouver les nutriments qui vont leur permettre de vivre. Donc il faut qu'elles aient des systèmes racinaires assez puissants pour aller chercher le sol où ils se trouvent, la matière organique, pour aller chercher l'eau aussi. Le vent, la pluie, la neige, les éboulements de rochers. Il y a la verticalité qui fait que les espèces qui sont obligées soit de pouvoir s'accrocher aux rochers, soit de voler. En fonction de l'ensoleillement, en fonction de l'orientation des falaises, de l'inclinaison des falaises, il va y avoir ce qu'on appelle des niches écologiques et qui vont faire que certaines espèces vont s'hyper spécialiser et du coup on a de l'endémisme, c'est-à-dire des bêtes qu'on va trouver uniquement là et nulle part ailleurs. J'ai un marteau, j'ai de quoi me remonter, une poignée bloqueur, j'ai des dégaines pour m'accrocher, j'ai des coinceurs pour positionner sur la paroi. Tous ces ustensiles vont lui permettre d'ouvrir les voies d'escalade, c'est-à-dire de les équiper d'anneaux auxquels les futurs grimpeurs pourront s'accrocher. On s'en rend pas compte parce qu'on a tendance de loin à voir que du rocher, mais finalement ce sont des milieux qui sont très très riches. Les chauves-souris ont plusieurs espèces, notamment par exemple la plus commune, donc la pipistrelle commune. Mais on peut aussi trouver donc des petits grands murins, de la cérotide commune, le petit ou le grand rhinolophe. Et aussi une autre espèce, c'est le molosse de Sestoni. Qui est la plus grande chauve-souris d'Europe et qui fait à peu près 40 cm d'envergure. Qui est une espèce, elle, vraiment inféodée aux falaises et qui a besoin d'espace assez dégagé pour pouvoir chasser. Les chauves-souris ont besoin d'endroits au calme, bien exposés, pour bénéficier un petit peu de la chaleur environnante, donc notamment des falaises qui sont exposées au sud. Donc elles trouvent des petites fissures ou des écailles dans les milieux rupestres qui leur permettent de trouver un coin de quiétude et donc à l'abri des prédateurs aussi. Donc la pratique, elle peut avoir différents impacts. Du bruit, de l'intrusion. On s'en rend pas compte parce qu'on a tendance de loin à voir que du rocher, mais finalement ce sont des milieux qui sont très très riches. Pour les oiseaux, alors les espèces vraiment typiques de falaises, on va trouver de l'hirondelle des rochers, on va trouver du crave à bec rouge, on va trouver du faucon cresserelle. Après il y a du faucon pèlerin. Et après par contre il y a tout un tas d'oiseaux qui passent et qui vont se nourrir sur les falaises, qui vont se nourrir d'insectes, qui vont se nourrir de petites baies, de pruneliers, d'amélanchiers, d'arbustes qu'on va trouver sur les falaises. On va trouver aussi le gypaète, le vautour pernoptère, le vautour fauve, le martinet alpin, les chouettes hulottes ou effraies. On va trouver aussi du chocard à bec jaune, du corneille, un corbeau. On va trouver des mésanges bleus, mésanges charbonnières. Donc la pratique, elle peut avoir différents impacts. Du bruit, de l'intrusion. Tu peux me reprendre ? Je me dévache. On s'en rend pas compte parce qu'on a tendance de loin à voir que du rocher, mais finalement ce sont des milieux qui sont très très riches. Des araignées par exemple qui sont capables d'évoluer la tête en bas, voilà, puis en plus ont un fil si jamais elles tombent. Attention.
Les lézards sont pas mal non plus dans le genre, parce qu'ils arrivent à aller dans à peu près n'importe où, et même s'ils tombent, même s'ils font des chutes assez grandes avec plusieurs mètres de chute, ils s'en sortent la plupart du temps. Et dans les trucs les plus impressionnants, on trouve même des serpents qui arrivent à escalader, des couleuvres vertes et jaunes, des vipères, des coronelles girondines et des coronelles lisses. Il y a plein de fourmis. Des arbres aussi, on peut trouver des arbres qui arrivent à pousser dans les infractuosités rocheuses, des amélanchiers, des figuiers, des sorbiers, parfois du hêtre, parfois du sapin. On peut trouver certains genévriers qui sont des bonsaïs, qui peuvent faire 2 mètres de haut, mais qui peuvent avoir 300, 400, 500 ans. Par rapport à la flore en pied de voie, un certain piétinement peut être dommageable. Notamment sur des plantes comme la scrofulaire des Pyrénées qui poussent au pied des falaises calcaires. Il peut y avoir des problèmes de piétinement, de changement de milieu aussi, et de feu aussi parfois. En période de reproduction, quand un gypaète adulte est sur son nid, la présence de personnes va le faire s'envoler. Il va avoir très peur, donc il va quitter le nid. Et si les grimpeurs restent trop longtemps autour du nid, ça peut faire échouer la reproduction. Ce qui va être le plus préjudiciable, ça va être sur des équipements, on va dire, sévères, puisque l'équipement en escalade, ça consiste à nettoyer le rocher, à faire tomber tous les blocs instables pour des raisons de sécurité qui sont évidents. Mais du coup, on va nettoyer complètement le rocher, et certains vont même jusqu'à nettoyer les lichens à la brosse métallique. Donc ça va enlever quasiment toutes les espèces. On a eu parfois quelques bouts de cailloux rajoutés, collés ou taillés. Donc ça, si j'ose dire, c'est des déviances, des dérives qui n'existent presque plus, puisque d'un point de vue du milieu, en termes d'éthique, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est quasi inconcevable. Je pense que le grimpeur n'est pas du tout hostile, déjà à respecter les réglementations, mais néanmoins, il y a vraiment cet enjeu de la connaissance du milieu. Aujourd'hui, à mon avis, le sens le plus néfaste à l'évolution de ces pratiques-là, c'est d'avoir des interdictions brutes, non comprises, qui font que la personne ne connaît pas, n'aime pas, et du coup n'a aucune envie de protéger. Escalade et biodiversité, c'est complètement compatible dès lors que tous les acteurs sont capables de se mettre autour de la table et de voir comment trouver des solutions, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a des très bonnes mains en tout cas. Dire s'il y a un enjeu, est-ce qu'on peut déplacer un point ou modifier la voie pour qu'on puisse à la fois concilier une activité sportive et la protection des espèces de flore ou de faune. J'enlève les dégaines ou je les laisse? Pour chaque nouveau site d'escalade, que les fédérations ou les grimpeurs, les équipeurs prennent contact avec les associations locales pour faire des pré-inventaires et puis savoir ce qui peut être fait, ce qui peut être équipé, et de définir finalement les zones à équiper de façon conjointe. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Il y a des formations fédérales d'équipeurs de sites, et donc dans ces formations, il y a très souvent des temps conjoints, des visites, des diagnostics partagés de sites. En gros, on crée une culture un petit peu commune de ce que c'est ce milieu naturel. Sauf cas exceptionnels avec des espèces vraiment très très rares et très menacées, mais sinon on arrive en général à trouver des solutions. Petit passage un peu déversant. Pas mal d'initiatives de chartes, de bonnes pratiques liées à l'équipement, l'aménagement et la gestion des sites. Donc qui à mon sens sont assez intéressantes parce que pour le coup elles sont sur des échelles un peu plus larges en termes de territoire et inscrites sur la durée. Puis c'est quand même plus sympa d'avoir des plantes et des animaux tout autour plutôt que d'être sur un rocher froid et stérile. On y arrive plutôt bien, notamment par le biais de communication, de panneaux d'information à vocation pédagogique installés en pied de falaise. Tu peux me reprendre? Je me dévache. C'est parti! Tout le monde a de plus en plus conscience que le milieu naturel est un terrain de jeu certes, mais à préserver, et qu'avant tout il reste un milieu de vie pour les grimpeurs et d'autres espèces.
Il était une fois dans l'ouest des falaises. Ont enrichi ce carnet les extraits de la bande originale du film Il était une fois dans l'ouest, composé par Ennio Morricone. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.